Mesdames et messieurs, donc bonjour et bienvenue pour cette conférence. Donc, je suis Éric Martin, directeur de l'école ingénieur NCBS. C'est une école ingénieure à la fois spécialisée dans le domaine industrie 4.0, mais également spécialisée dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Alors, on va essayer de regarder ensemble un sujet qui est un peu entre ces deux mondes-là, hein, celui de l'industrie digitalisée et celui de la cyberdéfense, à travers un peu ce thème-là que je voulais aborder aujourd'hui. N'attendez plus pour agir. Les attaquants, en tout cas, eux, n'attendent plus pour agir. Alors, je vais reprendre ici les éléments de ces événements 2021. Donc, je suis loin de mettre ici une liste exhaustive d'attaques qu'il y a pu y avoir, parce qu'aujourd'hui, on communique très peu au niveau entreprise, au niveau industrie, sur une attaque cyber que l'on a pu subir, si tant est qu'on a pu détecter qu'on était l'objet d'une attaque cyber. Et vous voyez s'égrener tout au long de l'année 2021 un certain nombre de sujets qui ont été repris par des médias, qui ont été repris par des communiqués de presse, hein, et ça s'égrène d'année en année. Le site SGIEC, hein, je mettrai en ligne les différents transparents sur mon blog et vous pourrez récupérer. Et en plus, il y a les URL hein, sur ces différents éléments, donc qui permettront de récupérer l'origine de ce qui est présenté. Donc entre 1er janvier 2021 et 29 juillet 2021, très précisément, ce site avait recensé 74 cyberattaques d'entreprises et d'industries au niveau national. Toujours ceci étant la partie émergée de l'iceberg. Alors, ce que l'on va découvrir, hein, c'est lorsque l'on communique, des communiqués de presse qui ont, un peu comme dans la démarche qualité, une tendance à rassurer le client final. Ici, c'est Lactalis, j'aurais pu en prendre un autre, disant nous avons fait l'objet d'une tentative d'intrusion sur le réseau informatique. On a pris cette nouvelle-là, les équipes sont mobilisées, on met tout en œuvre pour faire en sorte qu'on protège l'intérêt des équipes, des clients, des produits, qu'il n'y ait pas de difficultés ni d'impact de défaut sur ce qui a pu arriver en termes de cyberattaque. Voilà, le groupe Avril a aussi eu des problèmes, je l'ai dit précédemment, de nombreux cas en 2021. Et en fait, quel type d'attaque en 2021 ? Eh bien, 60% des attaques qui ont été observées par ce CERT ici, donc ce sont les centres d'études et d'analyse hein, de ce que l'on peut avoir en termes de vulnérabilité et d'attaque, 60% des attaques sont des ransomware. 30% des ransomware combinent un blocage du système d'information, donc qui est le but du rançonnage, et en plus un vol de données. Puis vous allez voir par la suite, on va s'amuser à décortiquer un petit ransomware dans lequel on a un peu de mix, on vole un peu de données, on en vend d'autres et on bloque l'autre partie. 90% des victimes ont perdu irrémédiablement leurs données, tout en constatant qu'il y a une diminution du paiement du ransomware sur 2021. 56% des victimes n'avaient pas anticipé d'être la cible potentielle d'une cyberattaque. Et ça, c'est peut-être le premier sujet et le message que je passerai par la suite. Eh bien, anticipons la prochaine attaque, faisons en sorte de protéger, de sauvegarder et de mémoriser nos données vitales. Les attaques sont de plus en plus rapides. On verra en moyenne 3 jours à 25 jours suivant le niveau de complexité de l'intrusion des attaquants, avec des attaquants de plus en plus sophistiqués, bien évidemment, face à nous. Alors, ce que dit le rapport du ministère de l'Intérieur, hein, c'est qu'on a ici les attaques par rançongiciel, donc par ransomware qui sont en pleine augmentation, une accélération de 32% des attaques entre 2019 et 2020, une accélération de 50% du coût des rançons entre 2016 et 2020, hein, donc avec des coûts médians ici des rançons. Et puis surtout un point important qui est ici l'affectation d'un secteur d'activité. L'industrie manufacturière paye en termes de ransomware le double de ce qu'elle pèse en termes de nombre d'entreprises. Elle est bien plus facile à attaquer aujourd'hui que d'autres entreprises qui, dans le domaine notamment des OIV, dans le domaine bancaire, ont pris de l'avance par rapport à leur protection cyber. Donc une concentration des attaques pour nos industries aujourd'hui. Alors, qui sont nos attaquants ? Bien sûr, si on est attaqué, c'est qu'il y a de l'autre bout de la lorgnette des gens qui sont malveillants. On va retrouver ici une classification qui dépend d'une part du niveau d'exposition du système d'information industrielle à l'attaquant, et on va retrouver ici une exposition relativement forte sur des personnels même au sein des locaux. Alors ceci ne veut pas dire que l'attaque est forcément malveillante, mais on va retrouver par la suite qu'il peut y avoir à l'origine d'une attaque une erreur humaine, et cette erreur humaine peut provenir de l'entreprise elle-même.
D'où un sujet important par la suite qui sera sans doute celui de la sensibilisation et de la formation. Et puis on a toute une gamme d'attaquants ici dont la capacité de menace va aller de manière croissante et sa capacité à exposer le système d'information industrielle va également aller de manière croissante. Autrefois, on avait les cyberdélinquants juvéniles peut-être qui avaient pour challenge simplement de se faire remarquer en disant « j'ai réussi à m'introduire dans le Pentagone ». Donc c'était plus un challenge qu'on appelle parmi nos jeunes les CTF, les Capture the Flag, donc la capacité à s'introduire dans un système, juste pour montrer qu'on a pu déjouer un certain nombre je dirais de barrières. Et puis on va progressivement sur des organisations criminelles et des États tiers. Et je pense que les derniers événements qu'on a vécus dans l'Est de l'Europe, avec les éléments d'attaque qu'il y a pu avoir d'État à État, montrent que les États sont tout à fait aujourd'hui capables de faire des attaques cyber massives par rapport à leurs cibles. Dans les organisations criminelles, qui sont celles qui sont majeures dans le domaine de rançongiciel, eh bien on va avoir ce qu'on appelle les Big Game Hunters, c'est-à-dire des organisations qui chassent le gros gibier. Le gros gibier, c'est votre entreprise, c'est votre industrie. Là, on a effectivement une capacité à retirer une rançon relativement intéressante. Ces gros gibiers, ici, vont d'abord sélectionner, étudier une cible. Ils vont viser une méthode de plus en plus sophistiquée pour rentrer à l'intérieur de cette entreprise. On verra ensemble comment est fabriqué un rançongiciel, par exemple. On va peut-être passer plusieurs mois à surveiller le système informatique de l'organisation. Et puis on va utiliser fréquemment les RDP, donc l'exploitation des faiblesses de l'accès au réseau et de la prise de contrôle à distance. Et puis parmi ces big hunters, un cas particulier, le DarkSide, c'est un gang de pirates informatiques. Alors ils sont très professionnels, ils ont développé leur propre logiciel qui a pour but de crypter et de voler les données. Mais en plus, ils ont une prestation de service complète, puisqu'ils vont vous offrir un centre de presse pour dire qu'on vous attaquait, une liste de diffusion pour essayer d'aller chercher des victimes, une liste d'assistance aux victimes, parce qu'une fois que vous avez été attaqué, on va vous offrir une prestation pour pouvoir récupérer les données après avoir payé, bien sûr, votre rançon. Et puis, on va avoir ici un ensemble de franchises, donc formation destinée aux franchisés, c'est-à-dire que ce groupe malveillants peut aussi vendre ce système d'attaque à d'autres groupes malveillants qui vont pouvoir l'exploiter à leur compte. Donc on est sur du business. On est sur du business, je dirais, bien évidemment, complètement illégal. Le rançonnage, ici je prends deux cas qui ont été présentés par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, non pas pour entrer dans le détail technique du sujet, mais pour dire un peu comment le processus arrive. Vous allez vous retrouver avec l'ensemble de vos données qui ont été cryptées au sein de votre entreprise, voire même certaines sont publiées, et vous vous retrouvez devant une demande de rançon pour pouvoir décrypter et libérer vos données. Alors tout ça, ça commence d'abord par la recherche de cibles et de campagnes massives de courriels d'hameçonnage. C'est-à-dire qu'on va disposer, au niveau de nos attaquants, de systèmes de distribution de type Emotet, qui, avec des serveurs différents, époque 1, époque 2, époque 3, etc., vont massivement récupérer des emails valides pour tenter de diffuser un certain nombre de messages. Ces messages contiennent la plupart du temps une macro malveillante dans un document joint, dans une URL, dans un clic que l'on va faire au moment où on reçoit ce mail. Première porte d'entrée, c'est la messagerie électronique qui est le principal vecteur d'entrée de cette première macro. Lorsque la macro est mise en activité, on arrive sur un cheval de Troie. Ici, donc, je reprends le cas de Catbook. C'est un cheval de Troie qui va permettre de récupérer la journalisation des frappes. Donc, on frappe au clavier et au fur et à mesure que l'on frappe, on récupère exactement ce qui se passe sur le clavier. Donc, si vous frappez votre mot de passe et si vous frappez votre compte utilisateur, on va récupérer ces informations-là, bien sûr, parmi d'autres. On va pouvoir Catbook va utiliser une porte dérobée, va avoir des techniques pour échapper à la détection, bien sûr pour que l'antivirus ne détecte pas ce cheval de Troie et vous dise attention, il y a un cheval de Troie, je l'isole. Donc ce cheval de Troie est assez sophistiqué pour échapper à la détection, ouvrir une porte dérobée, récupérer la frappe au clavier et diffuser cette frappe à l'extérieur. On peut même, en option, récupérer les emails de vos propres comptes pour pouvoir chercher d'autres victimes qui seront tous les contacts que vous avez pour tenter à leur tour de leur envoyer ce document avec une macro malveillante.
Alors, ce que je montre à mes étudiants, c'est le genre de choses qui arrivent ici. J'ai reçu il y a très peu de temps, hein, je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être eu aussi, un mail du Crédit Agricole qui me dit, ben voilà, si je veux gérer mes comptes correctement, il faut que j'accède en cliquant sur l'URL ici, qui est marqué en bleu sur fond rouge, accéder à votre espace sécurisé. Alors, première précaution, qui m'a envoyé ce mail-là? On va passer sur l'adresse de l'émetteur et on va retrouver que info client Crédit Agricole, c'est un fameux iponsor@wanadoo.fr. On sait bien que le Crédit Agricole utilise uniquement Wanadoo comme boîte mail pour pouvoir diffuser ses messages. Puis le deuxième point, si vous regardez sur l'URL sur lesquelles on est invité à cliquer, vous verrez quand même quelque chose d'un peu bizarre, hein. Le U24 249952.ct.sendgrid.net, ça ne paraît pas très franc pour un message professionnel venant d'une entreprise ayant pignon sur rue. Première chose que l'on tente de faire au niveau de la sensibilisation, vous recevez un mail, j'aime bien dire ça à mes étudiants, des impôts qui vous remboursent 2 000 €. On sait bien que les impôts remboursent toujours 2 000 € par mail, il suffit de cliquer dessus. Faites attention, c'est une arnaque. Regardez 2 minutes les URL, méfiez-vous de quel est le destinataire. Et là, on vous entraîne en termes de communication. Bien sûr, si je clique, je déclenche une macro et j'installe un cheval de Troie au sein de mon ordinateur. Alors, on va ensuite aller sur la troisième étape du malware, du rançon logiciel, ça s'appelle la latéralisation. La latéralisation consiste à aller scanner votre réseau, parce que je suis rentré peut-être sur un PC qui n'a pas grande valeur en termes stratégiques. J'aimerais bien retomber sur le PC de l'administrateur du réseau, celui qui a l'ensemble des mots de passe, celui qui a l'ensemble des comptes et qui connaît un peu mieux mon entreprise. La latéralisation, ça se fait avec des outils commerciaux comme Cobalt Strike, et qui vont permettre de reconnaître le réseau, de scanner les vulnérabilités de notre réseau informatique, puis de faire une post-exploration. Et avec une commande à distance, un shell distant, on va pouvoir commencer à faire des transferts de fichiers bidirectionnels, enregistrer des frappes au clavier, donc on continue, capturer les écrans, enregistrer des audios, enregistrer des vidéos, c'est-à-dire qu'on est à distance et on gère votre PC comme vous auriez pu le faire en présentiel. Latéralisation, suivie d'un contrôle en ligne. Là encore, c'est un outil libre à définir qui va permettre d'exploiter toutes les bases de données, tous les annuaires que vous avez dans votre serveur, que vous avez dans votre PC. On va pouvoir récupérer ceci avec bien sûr les comptes utilisateurs, les postes occupés, les numéros de téléphone, les mots de passe, les autorisations, les droits d'accès. Donc la cartographie complète de votre réseau va être récupérée à ce moment-là. Une fois que l'on a cette cartographie, eh bien, on sait exactement qui est important, qui détient des droits, quels sont ces types de droits et comment on va pouvoir aller un peu plus loin. Point suivant, on commence l'exfiltration. Là encore, c'est un logiciel public, hein, on n'a pas fait grand-chose à part le premier code malveillant. Tout ceci, ce sont des outils que l'on peut utiliser lorsque l'on est au niveau d'une DSI pour pouvoir gérer correctement son réseau informatique. Et donc AirClone, c'est un outil commercial qui va permettre de transférer une grande quantité de données, structurées ou non structurées, telles que les vidéos, les sauvegardes, les journaux, à partir d'une source cloud. Hein, et donc on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations. L'étape suivante, il n'y en a plus que deux, rassurez-vous, le chiffrement. Maintenant que toutes les données ont été récupérées et transférées vers l'attaquant, eh bien, on va lancer un système de chiffrement ici. Donc, le programme Proloc ou Egregore est injecté. Donc, on va enlever les raccourcis de répertoire, on va enlever les droits, on va chiffrer le contenu, on va changer les extensions de fichiers. Et puis, pour s'amuser, on va rajouter une petite texte dans chaque répertoire, recoverer-file.text, qui vous donne le code opératoire pour pouvoir payer vos rançons et obtenir le décryptage de vos données. Dernier point qui est optionnel, c'est la publication des données pour faire pression sur vous. Eh bien, on peut commencer à travers des sites spécialisés. Donc là, je reprends le cas d'Egregore, qui a plusieurs noms de domaines associés, comme egregoresupport.com, egregore-sub.com ou news-egregore. Ce sont des domaines dans lesquels on va retrouver habituellement les données qui ont été extraites de votre système d'information et qui, à leur tour, vont être rendues publiques et publiées pour bien montrer à vos tiers de confiance, à vos clients, à vos partenaires, que vous avez été attaqué, que vous avez été, je dirais, l'objet d'un piratage de vos informations et que celles-ci, maintenant, peuvent être largement rendues publiques. Alors, ce que craignent les industriels au niveau des cyberattaques,
On le retrouvera ici dans un rapport de Kaspersky de 2020. C'est d'abord le dommage qui peut être fait au niveau des salariés de l'entreprise, le dommage corporel, le décès. Et puis c'est en tour suivant la perte de qualité, les pertes d'informations confidentielles ou le coût des incidents et des réponses à ces incidents. Lorsqu'on a une attaque cyber, on parlera de l'incident et de réponse ensuite à cet incident. Donc voilà ce que représente ici dans cette enquête les principales craintes que l'on peut avoir au niveau des entreprises. Alors, quels sont ces coûts? Eh bien, on va parler de coûts apparents. Donc ici en haut, avec les enquêtes techniques en interne pour savoir ce qui se passe, l'information à ses clients, à ses partenaires, la mise en conformité de son système d'information, les frais de justice, évidemment, si vous le jugez qu'il est nécessaire d'aller un peu plus loin, la sécurisation des données, une fois que l'on a été attaqué, la relation publique, l'amélioration de la cybersécurité. Et puis une grosse partie des coûts sont des coûts cachés qui sont liés à cet incident, avec l'augmentation de l'assurance, ce que je vois fréquemment. Lorsque l'on a fait l'objet d'une cyberattaque, bien sûr, l'assurance, si ceci est dans le contrat, a pu prendre en compte les coûts de non-production, mais va vous demander pour la prochaine fois d'augmenter soit la prime d'assurance, soit d'augmenter le niveau de cybersécurité de votre système d'information industriel. L'augmentation de l'assurance, le coût de la dette, l'interruption des activités, la perte de clients, la perte de valeur de la marque, la perte de la propriété intellectuelle, qui sont toutes les conséquences de l'effet média et de l'effet data que l'on peut avoir à travers une cyberattaque. Quelques chiffres autour de ces estimations de coûts. 68% des entrepreneurs pensent que les risques cyber augmentent. On l'a vu dans le cas des augmentations, 36% d'augmentation des rançons logiciels sur la période 2019-2020. 34% des vols de données se font par des acteurs internes. 92% des malwares arrivent par mail. C'est le cas du ransomware que je vous ai décrit. Le premier point d'entrée de ces systèmes-là, c'est bien le mail, c'est le clic que l'on a pu faire de manière maladroite. 43% des victimes de vols de données sont des PME ETI, 78% des augmentations d'attaques sur les chaînes logistiques en 2020. Donc 133 000 $ le coût moyen d'un rançonnage. Quand vous faites un malware, votre revenu, j'aurais dû dire le revenu moyen pour l'éditeur de malware est de l'ordre de 2,6 millions de dollars. Et le coût moyen pour le vol de données, lorsque vous faites des vols de données, c'est de l'ordre de 3,9 millions de dollars. Quelle est la politique de sécurité des entreprises? Ça, c'est une enquête qui date un petit peu de 2019 et qui a été faite par Eurostat. Et donc, on verra ici un certain nombre d'éléments de politique de sécurité des entreprises. D'abord, l'authentification par mot de passe sur tous les postes bureautiques, mais également les postes industriels. Donc, on a en moyenne sur l'UE à 28 membres, donc c'est bien de 2019, 77% des entreprises qui l'utilisent, un petit peu moins en France et en Espagne. La mise à jour des logiciels, les mises à jour de sécurité sont bien sûr importantes. Ce n'est pas uniquement des patchs pour améliorer l'ergonomie, mais c'est souvent des réponses à vulnérabilité. Donc c'est très facile à faire en bureautique, c'est même automatique. C'est plus difficile à faire au niveau industriel, sur les mécanismes et les systèmes industriels. L'utilisation de la crypto est quand même très nettement en retard en France, si vous comparez les 22% d'utilisation contre les 59% en Allemagne. Tout ce qui va être ensuite la crypto, les éventuelles blockchains, ce que l'on peut avoir pour la protection de la donnée. La sauvegarde des données, qui techniquement parlant, pas très compliqué à faire en tant que tel, mettre sur un disque dur déconnecté du réseau l'ensemble de ces données de manière régulière, qui permet, lorsque l'on a fait l'objet d'une cyberattaque, de récupérer au moins le dernier point de sauvegarde. Le contrôle d'accès au réseau, l'utilisation des réseaux virtuels comme les VPN pour des accès sécurisés, les évaluations de risques de sécurité. Là, à peine un tiers des entreprises font cette évaluation de risque de cybersécurité de leur propre système d'information industriel. Et puis enfin, une politique de sécurité remise à jour, puisque le sujet va très vite, les techniques d'attaquants avancent très vite, et donc bien sûr, les éléments de vulnérabilité et de politique de sécurité cyber doivent être remis à jour très périodiquement. L'ANSSI préconise de le faire au moins une fois par an pour les systèmes les plus vulnérables au niveau, plutôt, les plus sensibles au niveau des entreprises. Alors, on peut refaire le même constat, j'ai le graphique et je reprends le tableau ici.
sur la part de ce qui nous intéressera ici, les industries agroalimentaires, hein, les IAA, avec, vous le constaterez comme moi, un petit retard pour chacun de ces points de cybersécurisation hein, que l'on peut avoir, tant pour l'authentification, un petit peu en retrait, 7 points, la mise en jour des logiciels, l'utilisation de la crypto, quand même relativement basse au niveau des IAA, les sauvegardes de données, moins fréquentes, le contrôle d'accès au réseau, l'utilisation des VPN, l'évaluation des risques, la mise à jour de la politique de sécurité. Tous ces facteurs-là montrent bien que l'on a sans doute des progrès à faire dans un certain nombre de secteurs industriels, dont les industries agroalimentaires. Face à ça, l'ANSSI nous propose, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, nous propose de mettre en place une politique de défense en profondeur. Alors, je vais essayer de donner quelques clés de lecture assez simples de ce que signifie cette défense en profondeur. Le premier item est d'arriver à déterminer les biens et les objectifs de sécurité de notre système. Tout n'a peut-être pas besoin d'être sécurisé, tout n'est pas forcément critique en termes de données, tout n'est pas forcément critique en termes d'application. Et donc le premier sujet qui est posé, c'est qu'est-ce que l'on souhaite protéger d'une manière raisonnable et qu'est-ce qui est un enjeu par rapport à la politique de l'industrie. La deuxième étape, c'est de connaître son architecture générale de système, à faire des choix sur les organisations, sur les technologies et sur les procédures qui se traduit pour chaque entreprise par la mise en place d'une politique de sécurité du système d'information. On va le regarder un peu plus en détail par la suite. Hein. C'est 166 mesures qui peuvent être checkées et pour lesquelles on peut apporter ou pas, en fonction de sa politique, une réponse concrète. Il faut ensuite élaborer une politique de défense, c'est-à-dire à la fois être en capacité de détecter un incident. Lorsqu'on ne sait pas le faire, on utilise un prestataire de confiance hein, qui va être capable de retrouver la journalisation des événements. Tout ce qui se passe sur nos antivirus, tout ce qui se passe sur nos pare-feux vont provoquer des événements. J'avais dernièrement un cours avec mes étudiants et j'étais en train de leur monter sur mon PC où se trouvait le registre d'événements de mon antivirus. Et je leur ai montré au tableau que j'avais eu 52 tentatives infructueuses de connexion par mot de passe erroné en moins de 10 secondes. On pourrait peut-être se demander si c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de faire ça ou si c'est un système automatisé. Ces événements existent, on est très peu à les regarder régulièrement et pour cause. Et donc, on doit pouvoir détecter de manière très précoce cet événement. C'est ce qui peut faire dire à certains industriels, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a eu une tentative d'intrusion avant même que celle-ci ne soit réalisée. Et puis surtout, dans la politique de défense, il faut avoir une planification préalablement établie pour la continuité d'activité. Demain, votre ERP n'est plus opérationnel. Comment continuez-vous à produire? Demain, votre gestionnaire de stock WMS ne fonctionne plus. Comment continuez-vous à faire les préparations de commandes? Donc cette continuité d'activité, d'une certaine manière, on le fait classiquement par rapport au risque industriel. Là, on est face à un risque cyber. On a exactement les mêmes outils de développement de cette continuité d'activité en présence de risque. Les plans de réaction, les plans de reconfiguration, les plans de reprise d'activité, tous ces plans-là sont élaborés avant la crise cyber, avant les incidents, et sont bien sûr opérationnalisés au moment où on est en période d'attaque. Après, on va pouvoir faire éventuellement une qualification de la défense en profondeur, soit qualitative, soit démonstrative. Et puis surtout, on va pouvoir revenir périodiquement sur cette politique de défense en profondeur pour mettre à jour celle-ci par rapport à l'évolution de la menace et de l'état de vulnérabilité de son propre système. Les analyses de risque. Lorsque l'on enseigne la sûreté de fonctionnement et que l'on enseigne ensuite la cybersécurité, on utilise quasiment les mêmes outils. On est sur de l'AMDEC. Toute personne ayant fait de la sûreté de fonctionnement a vu ce genre de choses. Lorsqu'on fait de la cyber, on est sur EBIOS, sur ASOP, sur AMDEC. Ça revient exactement au même. On a d'abord une menace. Cette menace n'a un intérêt que s'il existe une vulnérabilité. Cette vulnérabilité a elle-même une probabilité d'occurrence, qui est le produit de cette occurrence menace par vulnérabilité. On peut avoir ensuite une mesure d'impact de cette vulnérabilité lorsqu'elle est mise en œuvre, effectivement. Et puis le tout va nous donner un facteur de risque. Ce que je veux dire par là, et ça c'est la démarche de la norme 62443,
C'est très simple. On fait le recensement sur les zones sensibles de son système des menaces potentielles, je dirais la malveillance externe, la négligence d'un opérateur, que sais-je encore. On a des éléments de menace. On fait le recensement des vulnérabilités de son système d'information. On détermine les conséquences de l'impact par rapport à l'entreprise, la vraisemblance, et on fait la mesure du risque. Bien évidemment, la politique de sécurité du système d'information va plutôt répondre à la zone rouge en termes de risque. Là, on a le risque maximum pour, je dirais, la suite, voire même la survie de l'entreprise, par rapport à la zone verte pour laquelle on a éventuellement à négliger cette menace et cette vulnérabilité. Établir une politique de sécurité du système d'information, c'est quelque chose à la fois long, mais en même temps très simple. L'ANSSI édite un guide qui est assez conséquent. 3 grands domaines, principes organisationnels, principes de mise en œuvre et principes techniques. 16 domaines dans l'ensemble de ces 3 grands secteurs et 166 principes au bout du compte. Organisationnel, on va commencer par la politique de sécurité, l'organisation de la sécurité. Demain, un opérateur, un salarié détecte, je dirais, une intrusion sur son poste de travail. À qui va-t-il faire référence de ce risque-là? Quel est son référent cyber en proximité? Comment la chaîne d'information va pouvoir remonter au niveau de la direction de l'entreprise? Et donc, tous ces systèmes-là peuvent être suivis un par un. Je reprends ici quelques exemples très simples. Dans la politique de sécurité, 12 mesures. La 6e, c'est déterminer ici les critères de besoins en sécurité. On détermine les besoins en sécurité en termes de disponibilité, d'intégrité et de confidentialité, des éléments essentiels, c'est-à-dire à la fois des informations, mais également des applications. Est-ce que je souhaite que ces données restent confidentielles en cas d'attaque? Est-ce que je souhaite que cette application reste disponible en termes d'attaque? On y mettra une mesure en termes, cette fois-ci, d'indispensabilité ou d'indispensable continuité d'activité. Autre exemple, le cas numéro 7, ici, mise en place de procédures de sauvegarde. Un plan de sauvegarde tenant compte des exigences de délai de reconstruction des informations par type d'activité, par processus, doit être mis en place. On distinguera les sauvegardes système, des applicatifs et des données. Ou encore, dernier point, protection et utilisation de la messagerie. Établir une liste de mesures pour lutter contre la propagation et l'exécution des codes malveillants, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien à n'importe quel moment. Intercepter les informations sensibles, véhiculées en clair dans les courriers électroniques. Des informations, donc lutter contre le spamming, la publication d'informations illégales, diffamatoires, le harcèlement, etc., etc. En fait, on va souvent trouver dans une PSSI une règle de bonne conduite que chaque salarié pourra appréhender et aura peut-être l'occasion de pouvoir signer. Deux grandes approches pour établir la sécurité de son système d'information industriel, celle de l'ANSSI et celle de la norme 62443. Elles se ressemblent elles se ressemblent énormément sur un certain nombre de sujets. L'ANSSI va vous traiter 3 classes de systèmes d'information industrielle. La classe 1, c'est les systèmes peu sensibles en termes de risque. La classe 2, c'est les systèmes pour lesquels vous jugez qu'il y a un risque avéré. La classe 3 va correspondre aux OIV, aux opérateurs d'importance vitale, pour lesquels il y a une obligation de certification de la cybersécurité de son système par une agence nationale. La norme IEC 62443, elle, va définir 4 niveaux de sécurité en fonction de la nature de l'attaquant. Le premier niveau, SL1, est un niveau pour lequel il y a une malveillance non intentionnelle. Vous êtes sur la diffusion générale d'un verre et vous pouvez éventuellement le récupérer. Niveau 2, vous avez une malveillance intentionnelle, mais de faible intensité avec de faibles moyens. Le niveau 3, une malveillance intentionnelle avec beaucoup de volonté, mais de faibles moyens. Et la classe 4, c'est un niveau d'attaque intentionnelle avec de fortes compétences et de forts moyens pour pouvoir y arriver. On est en général sur la classe 4, soit sur du Big Game Hunter qui vous a tracé pendant quelques temps, soit sur une attaque de type étatique. Pour l'ANSSI, juste pour repère ici,
la classification des directives et de recommandations qui sont à opérer se lisent, c'est un peu long, mais assez facilement dans un tel guide, point par point, se lisent en 5 chapitres sur l'organisation et 4 chapitres sur la technique. Là encore, c'est un message que je porte fréquemment. Le sujet de la cybersécurité industrielle est très très loin d'être uniquement un sujet technique. C'est fondamentalement un sujet de management et un sujet d'organisation. Vous retrouverez par exemple dans les 2 éléments organisationnels la connaissance du système industriel, la maîtrise des intervenants externes comme internes. On n'arrive pas avec sa clé USB ou son PC sur lequel on a fait du streaming hier soir pour le brancher sur son système industriel et puis regarder si éventuellement il y a une propagation de verre qui peut se faire. L'intégration de la cybersécurité dans le cycle vie du système industriel, on ne jette pas un PC avec l'ensemble de ses informations et de ses répertoires à une déchetterie. On va sans doute vider son disque un petit peu avant. La sécurité physique et le contrôle de l'accès locaux, on ne va pas laisser l'ensemble des ports et des connecteurs réseau à l'air libre devant tout un chacun. On va essayer en général de mettre tout ce qui est sensible comme matériel dans des locaux sécurisés. Et puis le 5e point, c'est la réaction à un incident. On en a parlé tout à l'heure, préparer son plan de continuité d'activité, préparer son plan de reprise d'activité, si tant est que le système fait l'objet d'une cyberattaque. Les mesures techniques, c'est l'authentification, bien sûr, gérer les comptes, gérer les mots de passe, gérer les droits. C'est le sujet de la sécurisation de l'architecture, ce que l'on dit de manière très primitive. Chaque secteur est séparé par un pare-feu. On évite la propagation malveillante d'un bout à l'autre de l'ensemble de l'entreprise. On a une DNZ pour la partie connexion Internet. On sépare la gestion de l'entreprise de la partie industrielle de l'entreprise. Donc il y a des règles assez simples à comprendre qui forment une architecture. On sécurise l'ensemble des équipements. Bien sûr, on gère la vulnérabilité, on gère les mises à jour, on gère les antivirus pour chacun des équipements. Et puis on fait la surveillance du système industriel, c'est-à-dire qu'on récupère les journaux d'événements. Et à chaque fois qu'il y a un incident, on le traite. Souvent, une attaque, c'est une somme diffuse d'incidents qui arrivent sur un ensemble de matériel et pas forcément un seul matériel qui va tomber en panne. La détection précoce, ça peut passer par cette journalisation. La norme va reprendre à peu près la même approche. Outre la partie chapitres généraux à gauche, vous avez l'ensemble des règlements et procédures. Donc, on va retomber sur la partie organisationnelle de la cybersécurité. On va ensuite attaquer le niveau système industriel. Et puis, on verra au dernier moment les éléments qui sont relatifs aux composants qui forment ce système industriel. Et donc, vous retournez vers les fournisseurs de composants pour pouvoir avoir des composants qui soient cybersécurisables. On ne sait pas tout faire. Et donc, ce qui est préconisé fréquemment, c'est que sur l'analyse des incidents et des journalisations, utilisez un prestataire de service. Vous avez par exemple des prestataires, en deuxième ici, de réponse aux incidents de sécurité. Vous avez des prestataires de détection d'incidents de sécurité. Vous leur confiez les journaux qui proviennent de l'ensemble de votre système industriel. Ils vont pouvoir en faire des analyses. Ils vont pouvoir en déduire de manière précoce que vous faites l'objet d'une tentative d'intrusion. Vous pouvez utiliser le cloud à partir du moment où vous utilisez un prestataire de services d'information en nuage. Vous pouvez utiliser un audit de sécurité de votre système d'information à partir du moment où vous ne confiez pas cet audit à n'importe qui. Vous utiliserez un prestataire de sécurité des systèmes d'information. Donc j'ai mis derrière ici le nombre de prestataires labellisés par l'ANSSI. On peut prendre d'autres agences de labellisation des prestataires, mais confiez votre sécurisation, bien évidemment, à un professionnel dûment patenté sur la place de la cybersécurité. L'ANSSI qualifie également des produits, et pas uniquement des services, protection des systèmes industriels, protection des postes de travail, système de détection, protection des réseaux et télécoms. On a, pour les équipementiers là, des points importants pour choisir des composants qui ont des capacités effectives de cybersécuriser les systèmes. Voilà une présentation, je dirais, assez rapide qui montre que, 1, on est en phase d'expansion du nombre d'attaques. Suite aux événements qu'il y a en Ukraine, l'ANSSI vient de publier un communiqué
je dirais, de monter en niveau de vigilance sur la partie cyber en prévention d'une potentielle cyberattaque que l'on pourrait avoir à subir. 5 règles très simples. Augmenter et durcir les mots de passe des administrateurs. Sauvegarder ces informations. Surveiller ces journaux d'événements. Et préparer son plan de continuité d'activité. Ce plan de continuité d'activité, il n'y a que l'entreprise qui sait le faire, il n'y a pas de prestataire qui peut le faire à votre place. 5 éléments très simples à mettre en œuvre. Donc la menace augmente, les mesures à mettre en place ne sont pas que des mesures techniques, c'est des mesures d'organisation. Moi qui travaille dans le monde de la formation à l'industrie depuis des années, on assiste aujourd'hui à des éléments qui sont très proches de ce que l'on a pu voir lorsque l'on a commencé à parler de qualité, lorsqu'on a commencé à parler de risque industriel. Nous sommes sur les mêmes types d'outils, avec les mêmes types de réponses à apporter. Voilà, je vous remercie de votre attention et reste à votre service pour toute question. Allô, allô. Oui, bonjour. Combien de temps prend une démarche de prévention de cyberattaque, c'est-à-dire de préparer un système de management avec un organisme extérieur environ, par exemple? Alors, il y a vraiment 2 volets dans le cadre de la prévention, hein. Il y a un volet technique. Vous avez un équipement très âgé. Vous avez des automatismes et des systèmes industriels qui n'ont aucune propriété permettant de mettre des comptes, des mots de passe, des antivirus et autres. Donc on va vite vous dire, il faut les isoler, il faut mettre un pare-feu industriel de chacun des côtés et faire en sorte que cette zone-là ne soit pas accessible de l'extérieur, qu'il n'y ait pas de port ouvert, qu'il n'y ait pas de capacité malveillante de venir avec une clé USB, parce qu'il n'y a pas que l'Internet, hein, il y a toute possibilité de connexion. Donc une organisation qui peut être relativement rapide, mais qui dépend un peu de la complexité de votre système industriel en termes de réponse. Après, il y a le sujet organisationnel, et je ne cache pas que les éléments sans doute les plus sensibles sont à la fois de préparer un plan de continuité d'activité. Vous l'avez peut-être fait par rapport à un risque industriel. C'est à peu près la même démarche. Il faut simplement se dire, j'ai mon système MES, j'ai mon système ERP, j'ai mon WMS, peu importe, qui ne fonctionne plus. Comment je peux continuer à travailler? Est-ce que je peux produire le papier comme on le faisait autrefois? Je commence à le faire. Et puis vous avez le sujet de la sensibilisation, qui somme toute n'est pas si simple que ça, parce que c'est tellement facile de prendre son PC, d'aller à la maison, de charger des films, de revenir au travail, de continuer à travailler avec. Il y a toute une acculturation qu'il faut aussi savoir diffuser. Mais je dirais qu'en quelques semaines, on peut déjà établir un premier niveau de montée en hygiène numérique très forte au niveau d'une entreprise. Merci. J'avais une question par rapport aux offreurs de solutions pour les industriels agroalimentaires. Par exemple, des entreprises qui font du génie automatisme ou de l'informatique industrielle. Quel est leur devoir par rapport à cette thématique de la cybersécurité chez leurs clients? Alors aujourd'hui, d'un point de vue légal, hein, ce que dit la loi de programmation militaire de 2019, seuls les opérateurs d'importance vitale ont une obligation légale de présenter une certification de cybersécurisation, hein, de protection cyberattaque de leur industrie. Vous savez que les OIV ne sont pas publics, hein, donc personne ne sait que les OIV sont ceux qui fournissent l'énergie, les télécoms, l'eau, le transport et certaines entreprises agroalimentaires. Donc si vous étiez OIV, vous le sauriez. Donc vous avez une obligation de certification de votre politique de sécurité du système d'information. Si vous n'êtes pas OIV, vous n'avez aucune obligation légale. Par contre, j'ai souvent vu le cas
de l'impulsion de l'assurance post-attaque, hein, une fois qu'elle a fait un premier versement parce que vous avez eu une perte pendant une attaque, qui va venir vous voir en disant ben, le tarif augmente, ou alors vous augmentez vos niveaux de protection. Au niveau des rançons, est-ce qu'il faut payer? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, officiellement, la doctrine au niveau national est de dire que non, on ne paye pas les rançons. Hein. Si vous allez, vous faites l'objet d'une cyberattaque, il y a des cellules spécialisées au niveau de la gendarmerie. L'école forme les gendarmes pour faire aujourd'hui l'analyse de la scène de crime cyber, un premier geste à faire lorsque vous arrivez sur un lieu pour lequel il y a eu une cyberattaque. Donc l'adage au niveau national, la gendarmerie vous dira, on ne paye pas de rançon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des rançons payées. Bonjour. Concernant les post-attaques, est-ce que vous arrivez à tracer l'origine de la personne qui est derrière l'attaque vers les industries françaises? Est-ce que ça s'agit des personnes de l'Union européenne ou est-ce que c'est plutôt... Alors, tracer, c'est très compliqué. Hein, je vous ai dit, l'établissement d'un ransomware ciblé pour votre entreprise peut mettre plusieurs jours à plusieurs semaines. Hein, vous avez vu toutes les étapes. On va tenter de rentrer par celui qui a cliqué sur le mail, mais c'est peut-être pas le bon poste. Donc, on va faire une exfiltration, on va faire une collatération, on va faire une analyse complète de votre réseau. Ça peut prendre plusieurs semaines. En réalité, on est capable aujourd'hui, en termes d'analyse, de retrouver des procédures d'attaque similaires qui viennent de même groupe. Les techniques, là, je vous ai montré Egregore. Je vous aurais montré un autre groupe d'attaquants. Il y aurait eu d'autres techniques et d'autres outils qui laissent des traces au niveau de l'espace cyber. Donc on est capable de retrouver, on pourra même retrouver des attaquants qui vont vérifier la langue d'utilisation de votre ordinateur et qui annulent l'attaque si telle ou telle langue est active dans votre ordinateur. Donc on ne fera pas de relation avec le pays d'origine. Hein. J'avais une petite question. On voit de plus en plus d'équipements connectés qui échappent, je dirais, aux services informatiques. Quels sont les risques liés à ces équipements connectés et comment un industriel peut prévenir de ces potentielles attaques? Quelle que soit la norme ou les guides que vous utilisez, norme 62443 au guide, on n'a rigoureusement rien contre le cloud, rien contre les équipements connectés, Bluetooth, Wi-Fi, autres réseaux, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est que pour chacun de ces types d'équipements ou de ces types de services, vous ayez d'abord ceci recensé dans votre cartographie, des mesures de précaution à mettre en place. Hein. Si vous utilisez le Wi-Fi, vous utilisez bien sûr tout ce qui est chiffrement, authentification logicielle. Hein. Vous ne les laissez pas en libre. Vous avez vu tous ces uns et autres des Wi-Fi libres où lorsqu'on clique dessus, c'est à vos risques et périls. D'ailleurs, c'est bien souvent marqué. Donc, ce n'est pas tellement la technologie aujourd'hui qui pose problème, c'est la mauvaise utilisation de protection ou de la non-protection de cette technologie. Il n'y a pas plus de vulnérabilité, à mon sens, d'utiliser un IoT, hein, bien exploité, que d'utiliser un automate d'une génération très ancienne. Oui, d'expérience, une attaque sur un système informatique bloque le système d'information pendant combien de jours? Sur l'expérience des cas que vous avez pu suivre, rencontrer, a-t-on des statistiques là-dessus? C'est-à-dire, avant de pouvoir redémarrer le système, les systèmes d'information, d'expérience, on se trouve bloqué pendant combien de jours? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus?
Non, il n'y a pas de statistiques, mais dans les exemples que j'ai montrés au début, on voit souvent dans les communications de presse que la remise en marche met 2, 3, 4 jours, suivant la complexité du système, et souvent d'ailleurs sur un niveau partiel d'applications et de fonctions qui n'ont pas forcément été impactées, ou pour lesquelles on avait une sauvegarde, on a pu les remettre en marche, mais avec des effets je dirais, de traces de l'impact qui peut durer plusieurs mois. On peut avoir des pertes définitives de données, et ça peut mettre énormément de temps à se remettre en route. Bien, écoutez, pour ceux qui sont intéressés, je fais quand même ma petite pub en finissant, hein, on a une formation labellisée ANSSI à la cybersécurité industrielle au niveau de l'école de 24 heures, hein, qui est à destination des professionnels et qui permet d'atteindre non pas une haute compétence technique comme nos ingénieurs qui ne font que ça, mais vraiment ce niveau de sensibilisation et d'action à faire que préconise l'ANSSI pour se protéger en premier niveau en termes de cybersécurité industrielle. Merci de votre écoute.